Bonjour à tous et à toutes, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce live métier. Alors, je ne sais pas s'il y a des établissements qui étaient déjà présents au live de ce matin, mais en tout cas, si vous l'étiez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et justement, les commentaires sont vraiment très importants, donc vous avez l'espace justement de chat sur votre droite. N'hésitez pas à poser un maximum vos questions. Aujourd'hui, en modération, on a Thomas qui va être chargé un petit peu de reformuler tout ce qui est en train de se dire lors de ce live pour que vous perdiez vraiment pas les informations. Et au pire des cas, même si vous loupez une ou deux infos, il y aura bien sûr un replay que vous pourrez retrouver sur notre site. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ce live métier est justement spécialisé dans l'industrie. Vous allez voir, l'industrie du verre dans le centre Val-de-Loire. J'ai très hâte de vous montrer tout ce qui en découle avec le pro d'aujourd'hui. Mais juste avant de le présenter, je voulais bien sûr remercier les établissements qui nous ont rejoints. Donc, je sais qu'il y a l'Académie de Poitiers et l'Académie de Limoges, pardon. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et à dire de quelle région vous venez. Ça fait toujours plaisir de pouvoir tous en parler ensemble. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer le sommaire qui s'affiche juste sur vos écrans. Donc, on va commencer par voir en quoi consiste le métier du professionnel d'aujourd'hui. Ensuite, on va voir un cas concret, on va voir quel est son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Et on terminera bien évidemment avec les clichés et anecdotes. Aujourd'hui, j'ai vraiment très hâte d'accueillir du coup Bruno qui va s'afficher sur vos écrans. Bonjour Bruno, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. Là, je Voilà. suis contente, on voit le soleil derrière toi. Oui, voilà, j'ai même fermé un volet parce que sinon je serais en plein soleil et je serais complètement ébloui. Super, alors où est-ce que tu es, dans quelle ville tu es en France? Alors je suis à Chartres, dans un atelier et je dirais qu'on est plutôt dans l'artisanat que dans l'industrie du verre. D'accord. On est dans un métier d'art qui est le vitrail et c'est un atelier que mon grand-père Gabriel Loire a créé il y a pas mal de décennies et j'ai eu la chance de travailler avec lui, de travailler avec mon père et donc c'est un atelier un peu à l'ombre de la cathédrale de Chartres et Chartres est la capitale du vitrail. OK, alors beaucoup d'informations, mais je trouve ça génial. Donc vraiment le vitrail, c'est de famille? Oui, en tout cas chez nous, c'est de famille. Ça n'est pas forcément le cas dans tous les ateliers de vitraux. Ah, c'est super, mais il y a vraiment cette passation, de père en fils et je trouve ça génial de pouvoir, avoir enfin avoir, cette passion qui se transmet. C'est important. Alors effectivement, c'est plus la passion qui s'est transmise de génération en génération, plus que le savoir-faire. Parce que les Ah! savoir-faire se sont transmis plutôt au sein de l'équipe de l'atelier, parce que je ne travaille pas seul, hein, on est une équipe d'une dizaine de personnes. J'en suis avec mon frère, je suis responsable de cet atelier, mais on a toute une équipe et les savoirs se transmettent plutôt au sein de l'équipe. Et la passion, on D'accord. essaie de la transmettre aussi au sein de l'équipe, bien sûr, mais c'est ce qui s'est transmis de génération en génération. Super, bah, génial et alors au niveau là de l'équipe, comme tu disais, du coup, c'est toi qui supervises ou chacun a ses tâches à faire de son côté? Comment ça se passe? Alors, c'est mon frère et moi qui supervisons les travaux de création de vitraux et de restauration de vitraux. Et chacun a un peu des spécificités, des points forts. Par exemple, pour la peinture sur verre ou pour la coupe du verre ou l'assemblage par du plomb ou Mmh. alors en chantier pour la pose des vitraux. Mais tout le monde est un peu polyvalent, mais chacun est quand même un peu plus spécialisé dans un domaine plutôt qu'un autre. D'accord, donc chacun a sa petite pierre à amener à l'édifice, quoi. Ouais, et c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, mais c'est ça qui va être Ouais. génial. Donc tu nous as partagé des photos, sans plus attendre, je vais vous les montrer parce que c'est vrai que c'est un C'est peu un peu cruel de ne cruel de pas ne vous pas vous montrer ces montrer ces jolies jolies photos. photos. Donc là, Donc on là, voit on voit justement des justement des vitraux. vitraux. Pour quelle Pour quelle occasion ils occasion ont ils ont été été faits? faits? Alors, Alors, on on voit, je voit, ne je sais ne pas sais si pas vous si vous voyez voyez un un ensemble de ensemble de 6 6 photos. photos. Oui. Oui. Voilà, Voilà, donc la donc la photo photo en en haut à haut à gauche, gauche, c'est c'est un un vitrail que vitrail que l'on a l'on a fait fait pour pour une une école école à à Chartres, Chartres, l'école l'école Guéry, Guéry, qui est qui est plutôt une plutôt une école école primaire. Et primaire. Et pour la pour la grande grande barrière barrière d'entrée de d'entrée de cette cette école, école,
les responsables et l'architecte, les responsables de l'école et l'architecte ont voulu animer cette grande façade verrière et ont souhaité avoir un vitrail. C'est génial. Ils nous ont sollicité et nous avons fait un dessin et c'est mon frère qui l'a fait. Parce que pour toute création de vitraux, il faut le concevoir. Mmh. Mmh. Et la conception est une part importante et intéressante. Et Alors, est-ce que d'ailleurs, j'en parle maintenant ou pas? oui, oui, justement, j'allais te demander parce que je suis très curieuse comment ça se passe. Alors, ça se passe, il y a d'abord une discussion avec ceux qui commandent les vitraux. Donc là, j'ai parlé d'une école, mais ça peut être une maison particulière, ça peut être un restaurant, ça peut être bien sûr une église. La plupart des vitraux sont quand même dans l'architecture religieuse, mais nous, de plus en plus, on est dans de l'architecture civile, c'est-à-dire des bâtiments profanes qui sont des fois privés, des fois ouverts au public. Et quand c'est ouvert au public, il faut obligatoirement répondre à des exigences de sécurité des personnes. Forcément. Donc, on écoute les demandes de l'architecte et là ici du directeur de l'école et qui nous a fait part de son programme, de son souhait d'avoir de la couleur, d'avoir beaucoup de lumière. Donc, le projet a été conçu avec donc des verres de couleur et beaucoup de parties incolores, ce qui permettait aussi de minimiser le budget parce que le budget était annoncé dès le début. Donc, une fois qu'on écoute toutes ces demandes, on va faire un projet. Et c'est ce que mon frère a fait, mon frère Hervé, et vous le voyez dans l'image du milieu en haut. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui qui est devant la gamme de couleurs, tous les échantillons de couleurs que l'on a. Parce que dans notre C'est génial. métier de vitrailliste ou de maître verrier, on ne fabrique pas le verre. La fabrication du verre, c'est un autre métier. Nous, on découpe du verre et on l'assemble. En gros, c'est très résumé, c'est ça. Donc, ce verre de couleur, vous avez donc la palette. Mon frère a fait un dessin et ce dessin est devant lui sur la photo du milieu. Et à droite, on revoit ce dessin à plat sur une table. Et vous avez plein de petits bouts de papier blanc qui sont un peu recourbés, que nous appelons des calibres, des gabarits, qui ont été faits pour déterminer la forme des futures pièces de verre. D'accord, OK, c'est un peu comme des moules? Quelque Oui, part? voilà. Ouais. Alors, dans certains cas, par exemple en couture, on parlerait de patron. Nous, on parle de calibre. Ça peut être un gabarit. C'est la forme de la Mmh. future pièce de verre. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que même ça doit être, mis en œuvre. Je veux dire, c'est pas juste, quelque chose d'imprimé sur un verre, il va falloir vraiment penser à comment on va tout emboîter et cetera. Oui. J'imagine que c'est un travail colossal quand même de faire tout ça, non? C'est beaucoup de temps, effectivement. C'est beaucoup de temps et c'est un travail très, très minutieux. Comme dans tous les métiers d'art, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de minutie. Donc, Mmh. le travail dans l'atelier consiste à, principalement, une fois qu'on sait de préparer les calibres, c'est de découper le verre. La découpe se fait au diamant ou à la roulette. Alors, on m'a demandé de ne mettre que 6 photos, donc je ne vais pas Oui. mettre tous les gestes qui sont Mmh. indispensables à la réalisation du vitrail. Mais c'est pour ça que j'ai choisi l'étape du choix des couleurs que mon frère fait devant la gamme de couleurs. Mmh. Après, tous les calibres, on fait le dessin grandeur d'exécution, échelle 1 sur 1. Donc là, c'est un vitrail qui fait, je crois, 12 mètres de haut, à Ah peu oui, près. c'est pas petit. Oui, mais il est en plusieurs éléments, en plusieurs Mmh. panneaux. On appelle ça des panneaux. Et une fois qu'on a choisi les couleurs et que le code de couleur a été mis sur chaque calibre, on va découper le verre. Et une fois que tous les verres de couleur ont été découpés, ils sont rassemblés et posés au sol. C'est ce Mmh. que l'on voit sur l'image en bas à gauche. Ah, On c'est aperçoit trop beau. mon frère et puis
les pièces de verre qui sont à plat, et ça permet déjà de vérifier un peu les couleurs, voir si tout est conforme, si tout se suit. Mmh. Et Mmh. une fois qu'on a vérifié, qu'on a éventuellement changé quelques teintes de verre, on va sertir les pièces de verre par du plomb. Depuis le Moyen Âge, on utilise du plomb pour sertir les pièces de verre. OK, C'est-à-dire que alors sertir, quand tu dis sertir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on pourrait, les entourer, d'accord, OK. Vraiment pour pouvoir faire les contours, en fait? oui. Mmh. C'est-à-dire que on laisse un petit espace entre chaque pièce, un petit joint de 2 millimètres, Mmh mh. et là, c'est un profil de plomb qui va réunir les pièces de verre. Et c'est Mmh. une technique qui n'a pas changé depuis le Moyen Âge. C'est En tout cas, fou. celle-ci. Après, si on a le temps, on parlera de nouvelles techniques du vitrail, mais cette Mmh. technique-là n'a pas changé depuis le Moyen Âge. Ah, c'est qu'elle fonctionne bien alors. Ouais, elle a fait ses preuves de durabilité. Vous voyez, à Chartres, à la cathédrale de Chartres, on a des vitraux du XIIe et XIIIe siècle. Ah, c'était il y a longtemps, quoi. C'était pas l'an dernier. 12e, 13e siècle, voilà, on est au 21e, hein, donc Mmh. ça fait 700, 800 ans que les vitraux sont en place. C'est Donc là, énorme. ça marche très bien. OK, et c'est dingue que cette technique, elle existe depuis, si longtemps aussi. Enfin, il y a forcément au Moyen Âge et cetera, mais c'est vrai que enfin, moi, je trouve ça génial et je trouve ça super important, donc je te remercie vraiment de continuer à faire, comment dire? À créer encore avec cet artisanat qui est si important, qui fait partie de l'histoire. Ouais, mais ça, on a aussi la chance d'avoir une demande, hein, pour Mmh. créer des vitraux dans des édifices qui n'en ont pas, par exemple des églises dont les vitraux ont été détruits. Mmh. C'est le cas, par exemple, à Saint-Cernin, à Toulouse, où on va faire des vitraux dans la Grande Rosace, où les vitraux ont disparu il y a quelques peut-être centaines d'années. Et là, la ville de Toulouse a souhaité faire un grand vitrail pour cette rosace Mmh. que l'on va faire. Mais il y a beaucoup d'endroits en France et dans le monde où il y a des bâtiments dont les vitraux ont disparu. Donc Mmh. on peut créer des vitraux. Et puis il y a des, des édifices qui se construisent. Le mois dernier, j'étais au Japon pour une école d'infirmières, et une école qui se construit pour 300 élèves. Et dans le hall d'entrée, il y a un très grand vitrail nous a été commandé pour illuminer ce hall d'entrée. C'est génial. Donc alors ça me fait arriver à une question que je me pose. J'ai vu, il y a pas mal de questions sur le chat. J'y réponds juste après. Enfin, je les fais passer. Mais c'est super parce qu'avec ton métier, du coup, tu es amené à voyager. Quand je dis voyager, ça peut être aussi dans différentes régions de France. Mais alors, Ouais. tu peux aller carrément jusqu'au Japon. C'est incroyable. Oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, le Oui. Japon. Mais souvent, même si on travaille pour des endroits très loin, la plupart du temps, on n'y va pas. Parce que ça Mmh. coûte cher. Donc, on fait des vitraux en atelier, on les expédie. Là, j'étais allé là-bas parce qu'il fallait les mettre en place. Ils nous avaient demandé d'être là pour les mettre en place. Mais mon frère Hervé travaille actuellement pour un projet pour une chapelle au Zimbabwe. Voilà, l'année dernière, on a fait des vitraux pour un hôtel à Londres. On a la chance de travailler à l'étranger, mais on est peut-être un peu atypique dans les ateliers de vitraux en France, hein, les ateliers Loire. On est assez tourné vers la création et de travailler à l'export. On parle un peu anglais avec mon frère, mais il y a d'autres confrères qui ne travaillent pratiquement qu'en restauration et dans un périmètre de 50 à 100 km autour de leur atelier. Mmh, bien sûr, oui, ça dépend ce qu'on choisit aussi de faire, et à qui on choisit aussi de faire des prestations, OK. Mais c'est Oui, super, franchement, ça me enfin, je trouve ça génial de me dire: «Ah bah tiens, il y a possibilité de voyager, il y a ah possibilité oui. de restaurer des choses ailleurs aussi, pas que du coup, dans son quartier quelque part». Oui, oui, oui.
Alors, tu as pas mal de questions, tu suscites énormément de questions dans le chat, donc on va commencer à y répondre un petit peu, si tu veux bien. Alors déjà, on a Anaël qui te demande depuis combien d'années pratique-t-il ce métier? Alors, moi, je suis un cas un peu particulier parce que la maison de famille est dans l'atelier ou l'atelier est dans la maison de famille, pratiquement. Ah, Donc, je suis né dedans et adolescent, je voulais surtout pas faire ce métier-là. ah ouais, en plus. Non. Ok. Ah bah ouais, c'était trop, j'étais trop déjà dedans et bon, mais j'ai fait des études complètement différentes d'aménagement du territoire et ça m'a bien intéressé et ça m'a été très utile. J'ai travaillé un peu dans ce domaine-là et je suis revenu à l'atelier. Et Hmm. donc sinon là j'ai 64 ans et je suis rentré à l'atelier il y a plus de 40 ans. Donc Oui, ça et fait, voilà, ça fait belle j'ai durée. un peu d'expérience, un peu d'habitude. D'accord. On a une question de Marine qui te demande, faut-il parler des langues étrangères pour exercer ce métier? Une bonne question, vu qu'on a parlé de voyage. Ben, c'est-à-dire que si on veut travailler avec des étrangers, il faut pouvoir parler Communiquer. les langues. Donc, et l'anglais est indispensable pour pouvoir travailler à l'étranger. Hmm. Voilà, La donc ça question est c'est. très Mais tendue. sinon, je pense que la plupart des confrères n'utilisent pas tellement l'anglais ou une langue étrangère pour travailler. Hmm, d'accord. Ok, oui, ça dépend totalement de ce qu'on souhaite faire et Voilà, des ça dépend prestations. des clients Hmm. que l'on a, des artistes avec qui l'on travaille, parce que dans certains cas, on accueille des artistes. Hmm. Là, on a travaillé avec un artiste américain, Jeff Davis, et lui ne parlait pas du tout français, donc Hmm. on parlait anglais. D'accord. C'est moi, sa famille. Et Pardon. justement, pardon, c'est moi. Et justement, quand tu cherches des clients, enfin, en général, c'est plutôt les clients qui viennent à toi, en fait. Les deux. Les deux, ça peut être un peu. Ouais, D'accord. c'est-à-dire qu'on a la chance d'être un peu connu, donc il y a des Hmm. clients qui viennent à nous, mais il y a aussi la recherche de travail. On répond à des appels d'offres. Donc les appels d'offres, c'est Hmm. une procédure un peu administrative quand des communes veulent, par exemple, faire construire un pont, veulent Hmm. construire une école ou veulent faire restaurer l'église de la commune et dans lequel il y a des vitraux, ils font un appel officiel, on appelle un appel d'offres, et puis les entreprises font un devis et font une offre, et la commune retient l'offre qui leur semble la plus pertinente. Pour Bien ça, sûr. on répond à des appels d'offres. Ok. D'accord. En question aussi, bah voilà, bon, ça se répond un petit peu, j'imagine. Il y a Jérôme qui te demande comment font-ils pour trouver des clients partout dans le monde? C'est la réputation, du coup? Il y a la réputation, et mon grand-père, Gabriel, a eu la chance de travailler un peu partout dans le monde. On parlait du Japon tout à l'heure parce Hmm. il a fait des vitraux dans une dizaine d'endroits, notamment dans un musée d'art moderne dans lequel il y a une grande tour en vitrail qui fait 20 mètres de haut, entièrement en vitrail. Waouh. Mais il a énormément travaillé aussi pour des églises aux États-Unis, donc, et puis en Amérique latine, en Afrique. Ah oui, donc déjà, il y avait un intérêt pour aller un peu à l'étranger, travailler, proposer ses services aussi. Voilà. D'accord. Ok, donc c'est de famille encore. Oui, et donc ça, on a, comme c'est un atelier assez ancien, on a cette chance d'avoir une certaine notoriété. On travaille aussi certaines techniques un peu particulières. Là, je vous ai parlé de la technique traditionnelle Hmm. qui n'a pas beaucoup bougé depuis le Moyen Âge. Et on travaille aussi d'autres techniques comme la dalle de verre, un verre épais, serti dans un mortier de résine époxy. Et tous les chantiers que l'on a fait au Japon, c'est avec cette technique-là. La Ok, alors, plupart des chantiers que mon grand-père a fait aux États-Unis, c'est aussi avec cette technique de la dalle de verre. d'accord. Et c'est quoi cette technique, si tu peux essayer, même si c'est un peu Donc, grossièrement, mais. alors, cette technique est apparue
dans les années 1930 à peu près. Elle s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, donc au moment de la reconstruction du pays. Et Mhm. ces vitraux utilisent un verre beaucoup plus épais que pour le vitrail traditionnel. Pour le vitrail traditionnel qui existe depuis le Moyen Âge, on utilise un verre de couleur qui fait 2 à 3 mm d'épaisseur, alors Mhm. que là, on travaille avec une dalle de verre qui fait 22 à 23 mm d'épaisseur. Ok, c'est quand même Beaucoup plus épais. presque 20 fois Et, plus. pardon? Non, je disais c'est presque 20 fois plus, donc c'est quand Oui, même c'est très ça. épais. C'est ça, ouais. Non, c'est 10 fois plus. C'est 10 10. fois plus. Hein, c'est 10 fois plus et le verre est taillé avec une marteline, une espèce de marteau avec des pointes en tungstène. Euh, et c'est une technique qui est issue des mosaïques au départ. C'est D'accord, la ok. même technique que la mosaïque. Et ensuite, ces pièces de verre qui sont taillées suivant les calibres sont ensuite serties par un mortier de ciment ou de résine époxy. Donc, il y a Hmm. pas mal de vitraux qui ont été faits après-guerre avec cette technique-là. Ok, donc il y a même, enfin, dans ton propre métier, il y a toujours d'autres sous-branches quelque part, d'autres manières de Ouais. travailler aussi. Et donc, il faut être formé un peu à tout, quoi. Oui, ouais, ouais. Et puis, une des particularités de notre métier, et comme dans beaucoup de métiers d'art, hein, c'est d'être au courant des innovations techniques qui peuvent nous être proposées par des miroitiers. Là, par exemple, si on revient au cas du vitrail que l'on a fait pour l'école avec les 6 images, Mhm. vous verrez dans l'image en bas à droite la pose des vitraux. En Ah fait, les oui, vitraux, une fois qu'ils ont été faits, donc les pièces de verre ont été serties par du plomb, le vitrail a été inséré entre les deux verres d'un double vitrage. Le hmm. double vitrage, c'est ce que vous avez la plupart du temps chez vous ou dans les bâtiments maintenant. Ça permet une bonne isolation thermique et phonique. Ça permet aussi, mais ça vous ne le voyez pas, mais une sécurité des personnes parce qu'on met des verres de sécurité, des verres feuilletés. Et là, le vitrail a été emprisonné en fait entre les deux verres d'un double vitrage. Et la pose de ce vitrail se fait de la même façon qu'un double vitrage de l'industrie verrière classique, Hmm. avec ce qu'on appelle un palonnier à ventouse. Et là, on voit une grue derrière et les silhouettes des deux personnes qui vont mettre en place le vitrail dans une ossature en aluminium. Mais c'est ça, c'est sûr que là, par exemple, il ne faut pas faire tomber la plaque de vitrail, quoi. Bah, oui, 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 Vaut mieux éviter. voilà. Alors, on a une question dans le chat du collège de Saint-Sulpice, les Feuilles, qui dit: les élèves se demandent combien de temps vous passez en moyenne pour réaliser un vitrail. Alors ça, j'imagine que ça dépend des projets, mais si on Oui. part par exemple sur celui de l'école, combien de temps est-ce que vous avez mis? La, la réalisation, il y a plusieurs phases. Il y a une grande phase de mise au point du dessin qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hmm. Et ensuite, il y a la réalisation même. C'est-à-dire la réalisation, ça va être la coupe du verre et le sertissage par du plomb. Et Hmm. là, ce vitrail-là, il a fallu. Alors, tout dépend aussi du nombre de personnes qui travaillent dessus. Mais là, il y a 4 personnes qui ont travaillé dessus, sur cette réalisation. Et on l'a fait en 3 semaines. Ah ouais, ah, je pensais que ça serait plus long, tu vois. Ben oui, parce J'imaginais qu'on ça. a mis. Tout a été préparé en amont. Ouais. Et c'est pas si. C'est déjà beaucoup. Hmm. Ok, bah, génial. Ensuite, alors, en autre question, on a David qui te demande: est-ce qu'il travaille comme il l'entend ou a-t-il des horaires de travail fixes? Euh, alors, au sein de l'atelier, l'équipe de salariés a des horaires relativement fixes. Ils font à peu près 8 heures par jour. C'est assez fixe, sauf quand il y a des déplacements et des chantiers.
Donc, quand on va poser des vitraux, par exemple en région parisienne, on part plutôt à 6 heures du matin pour éviter les Oui, c'est sûr. bouchons. Et comme il y a des temps de trajet qui sont longs, si on termine de travailler à 19 heures le soir, après, vous remettez 2 heures de route. Donc, il y a des journées, certaines journées qui sont très longues. Mmh. Mais en général, on fait plutôt 8 heures par jour. D'accord. Mais OK. moi, en tant que responsable d'atelier, j'ai des horaires encore plus flexibles. Mmh. Voilà, et je travaille quand même assez souvent le samedi et parfois le dimanche. OK, ça peut arriver, ça dépend des projets, quoi. Oui, et puis la charge de travail ou des fois le samedi, on est plus tranquille et disponible pour recevoir les clients, les artistes. C'est très variable. Ah oui, aussi les disponibilités, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est bien de le repréciser et de pour qu'on l'ait en tête. Écoute, je te propose qu'on avance un tout petit peu et qu'on Mhm. aille voir un petit peu, bah, justement un cas concret. Donc bon, tu nous as déjà dit pas mal de choses, mais c'est un petit peu pour résumer tout ce que tu nous as dit. Donc au niveau des missions, création et réalisation d'un vitrail pour une école primaire, donc c'est le projet dont tu nous as montré Oui. les photos. Quel problème? S'adapter à l'architecture et aux enfants et répondre aux exigences thermiques et sécurité. Donc, ce que tu nous expliquais avec le double vitrage s'il y a besoin, Oui. toutes ces choses qu'on va pouvoir mettre en place autour, forcément aussi, parce que là, comme c'est une école, j'imagine qu'il y avait des contraintes en plus, peut-être. Oui, c'est des contraintes habituelles à tous les lieux qui reçoivent du public. Et la porte d'entrée de l'école, elle est sous le vitrail. Donc il faut Ah, absolument, absolument s'il y avait une casse, que ça ne tombe pas sur les élèves. Donc là, il bien y a sûr. vraiment une exigence de sécurité des personnes importante. Mmh. Et donc après, sur un plan aussi thermique, la Mmh. façade est orientée à l'est. Donc l'architecte souhaitait que le soleil soit... Vous entendez le téléphone là? Ça vous fait du bruit ou pas? Non? Un petit Bon, peu en fond, mais c'est bon, pas mais grave, ça c'est devrait juste la s'arrêter dans musique. peu de temps. C'est- fallait que le double vitrage soit aussi une protection solaire. Donc là, Mmh. c'est une collaboration avec le miroitier qui nous fait la mise en double vitrage. D'accord, et donc c'est pour ça que dans les solutions, tu as mis réaliser plusieurs projets pour avoir plusieurs idées de ce que ça peut être? Alors, plusieurs projets esthétiques. Mmh. Ça, c'est mon frère qui les a fait. Hein, donc là, parce que les premiers projets étaient trop chargés pour les commanditaires. Ils les trouvaient ouais, trop présents. D'accord. Voilà. Oui, parce que les vitraux aussi, ce qui est intéressant, c'est justement le laisser passer du soleil quelque part, parce Oui, que ça peut changer totalement. Enfin, on va regarder un oui, vitrail un jour où il n'y a pas de soleil, c'est joli, mais c'est différent aussi quand il y a l'expérience du voilà. soleil dessus. C'est pour ça que là, si on remet les photos que j'avais sélectionnées, la photo qui est en haut à gauche, Hmm. on voit sur la partie droite de la photo le vitrail. On aperçoit les bâtiments qui sont aussi derrière, en bas, mais toute la partie gauche de l'image, c'est la projection du soleil au travers les verres de couleur. Donc le jaune, le bleu, c'est une projection de couleur liée au soleil. Et ça, donc, en général, c'est le matin, parce que la façade est à l'est. Hmm. Si vous Ah venez oui, ça. l'après-midi, c'est impossible de voir ça. Ah ouais, c'est vrai que bon, bah, du coup, ça change. Faut revenir à chaque heure pour, Oui, pour voilà. Ouais, découvrir le beau d'art. c'est la magie du vitrail, c'est toujours différent. Ah, c'est super. Franchement, ça me donne envie d'aller voir du vitrail pour de vrai. Mhm. Ok. Bon, bah écoute, je te propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours maintenant. Parce que Oui. bon, tu nous as un petit peu raconté quelques petites choses juste avant, mais là, justement, on va y venir. On va mettre les pieds dans le plat. Donc, après la troisième, tu as fait un bac scientifique. Donc, pour rappel, si je ne me trompe pas, tu me disais que tu ne voulais pas spécialement travailler dans le vitrail à cette Ouais. période-là de ta vie. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais faire une école d'agriculture, D'accord. une école d'ingénieur, et j'avais pas le niveau pour rentrer dans ces écoles-là.
un élève plutôt moyen. J'ai eu le bac de façon... c'était très, très limite pour que j'ai le bac. Voilà. Ok. Donc, et finalement, donc, plutôt que des écoles, une école d'agriculture, j'ai fait donc une maîtrise de sciences et techniques en aménagement du territoire. Donc, c'est un diplôme, c'est l'équivalent, c'est 4 ans après le bac. Euh, Ça pourrait correspondre à première année de master, mais c'est après la D'accord. licence. Mais Ok. ce n'est pas une formation spécifique, ça n'a rien à voir avec le vitrail. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment toi qui, de base, n'avais pas forcément envie de travailler là-dedans. Ouais. Donc, Mais tu mon t'es orienté frère, ailleurs. voilà, mon frère Hervé, qui lui, dès la seconde, première, a dit ben, moi, je voudrais me former au métier à la Mm. création et au vitrail pour reprendre l'atelier. A fait, après le bac, lui avait fait un bac technique, mais après, il a fait une école des préparations au concours d'école d'art. Et il a intégré l'ENSA-AMA, École nationale supérieure des métiers d'art ou des arts et métiers, des métiers d'art à Paris, rue Olivier de Serres. Et il a Ok. fait une section art mural dans cette école. Ensuite, il a travaillé dans différents ateliers en France et à l'étranger, en Allemagne et aux États-Unis, avant de revenir à l'atelier. D'accord, vraiment pour se perfectionner, pour se former. Et du coup, Oui. toi, qu'est-ce que tu as fait de ton côté? À quel moment tu t'es dit, bon, bah, au final, pourquoi pas revenir dans le vitrail? Alors, donc je travaillais en aménagement du territoire et mon père avait travaillé avec un artiste d'origine italienne, Valerio Adami, dans les Mhm. années 1985. Alors ça c'est très vieux pour tous les collégiens, mais c'est une époque où on avait un ministre de la Culture, Jacques Lang, Mhm. très dynamique, et un président, François Mitterrand, assez porté vers la création contemporaine au niveau art. Et ce tandem passait pas mal de commandes publiques, c'est-à-dire des commandes auprès des artistes pour des bâtiments publics Mhm. d'œuvres. Donc mon père a réalisé dans ce cadre-là des vitraux avec Valérie Adami pour l'hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, en région D'accord. parisienne. Et Adami avait la commande de grandes peintures pour la gare d'Austerlitz à Paris. Ah oui, carrément. Ok, ouais, c'est à Des grande grandes échelle. peintures qui font 20 mètres de long par 6 Bah mètres de oui, haut. c'est immense. Euh, Adami ne voulait pas s'en occuper et il a demandé à mon père de s'en occuper. Mon père a dit non, mais je peux peut-être en parler à Bruno, ça peut peut-être l'intéresser. Et je suis rentré à l'atelier pour aider les artistes justement dans leur commande monumentale. Donc avec Valerio Adami, on a fait ses peintures pour la gare d'Austerlitz, on en a fait pour le théâtre du Châtelet à Paris, c'est tout près c'est dans le centre de Paris, donc des grandes peintures sur toile. Et j'étais comme ça en contact avec beaucoup d'artistes pour la réalisation de leurs travaux monumentaux en peinture, en mosaïque, dans d'autres techniques, tôle-émaillé, et j'aurais proposé d'approcher le vitrail. Et donc petit à petit, je me suis mis de plus en plus sur le vitrail. Et en 2000, donc ça fait 24 ans 4 maintenant, ans. sont apparus un- des grands fours qui permettent de cuire des grandes pièces de verre. Et ça, c'est une autre révolution dans le domaine du vitrail. C'est-à-dire que autrefois, du Moyen Âge à nos jours, les pièces de verre qui étaient cuites pour cuire la peinture sur verre, c'était dans des fours de petite dimension. C'est-à-dire qu'on cuisait des pièces qui font 10 par 30 cm maximum. Hmm. Et là, on a des grands fours qui permettent de cuire des très grandes pièces de verre, 3 mètres par 1,50 m par exemple. Et Hmm. on donne de la matière ou de la couleur à ces verres. Donc c'est encore une nouvelle technique de vitraux que j'ai développée à l'atelier. D'accord, ok, ouais, alors plein de choses. Alors déjà, de une,
Vraiment, pour le coup, je suis vraiment étonnée du nombre de projets, mais immenses, que vous avez pu faire. En tout cas, dans cette entreprise familiale, moi, je trouve ça génial et je suis en train de me dire que j'ai clairement déjà dû voir les projets justement qui ont été faits à Paris. Donc ça, c'est super. Je trouve ça vraiment génial. Je comprends mieux pourquoi on vient vous chercher pour l'étranger aussi. Ouais. Maintenant, il y a une bonne petite réputation, c'est bien. Alors, on a énormément, mais alors énormément de questions. Je crois que c'est un des lives où il y a eu le plus de questions posées. Donc, je vais en poser certaines, mais c'est vrai que comme l'heure tourne, désolé si on y répond un peu vite. Alors, il y a David qui te demande, est-ce que c'est un travail qui embauche facilement? Alors, c'est. Nous, on a une équipe à l'atelier qui est très stable, de 7-8 salariés qui sont là depuis la plupart très longtemps. La plupart sont rentrés à l'atelier quand ils avaient 15-16 ans. Il y en a un qui n'avait pas 16 ans, il a fallu demander une dérogation à la préfecture pour qu'il puisse donc faire son apprentissage. Donc la plupart ont fait leur apprentissage à l'atelier, donc 2 ans d'apprentissage avec une école en alternance avec une école qui est à Vannes-le-Châtel, à côté de Nancy, qui est un centre de formation aux arts du verre en général et du vitrail en particulier. Donc nous, on embauche de temps en temps des personnes en CDD quand on a des surcroîts de travail. Quand on a des très grosses commandes à faire en peu de temps, on embauche. Mais c'est une profession dans laquelle il n'y a pas énormément de salariés. D'accord. Je ne sais pas exactement combien il y a de salariés en France, il y en a peut-être 150, 200. Par contre, il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent, qui sont à leur compte, qui travaillent seuls. Bien sûr. Moi, par contre, mon frère et moi, on n'est pas salariés. On est comme beaucoup d'artisans. Les artisans ne sont pas salariés comme on n'a pas un bulletin de paye avec un salaire, quoi. Mais Et voilà. est-ce que vous prenez des stagiaires par hasard, ou même des stages de découverte de troisième? Alors, on les prend jamais par hasard, les stagiaires. On prend, on accueille des stagiaires qui sont en formation vitrail. D'accord. Donc ça, on a beaucoup de demandes, mais on ne peut pas tous les prendre parce que pour que ce soit intéressant pour le stagiaire, il faut qu'il puisse être dans l'ambiance de l'atelier et puis qu'on puisse lui confier une tâche. Donc, Oui. on les prend, en général, on prend qu'un seul stagiaire en même temps. Des fois, il y en a deux qui sont en même temps, mais la plupart du temps, c'est un seul stagiaire. Oui, au moins ça lui permet d'être là à 100% et que vous soyez un peu plus disponible aussi pour lui, qu'il puisse Oui, voir quelque chose et je trouve ça important. voilà, et comme il est en formation vitrail, il a déjà un bagage, donc il peut Oui, participer à l'activité de l'atelier. c'est sûr. C'est Voilà. sûr qu'il est en terre plus connu que quelqu'un qui connaît rien. Ouais. Alors, Et ça nous est arrivé aussi de prendre des élèves de troisième dans le stage d'observation, mais c'est pas facile forcément pour eux parce que observer, bon, c'est bien, mais au bout de 2 jours, ils s'embêtent un peu. Voilà. Mais mais c'est possible aussi. ça nous est arrivé, mais on refuse beaucoup plus de stages que dont on a énormément de demandes. Ouais, bah, j'imagine bien. On a Lisa aussi qui te demande quelle est ta plus belle réalisation, selon toi? Alors, la plus belle réalisation, on a tendance à dire, à botter en touche en disant que la plus belle réalisation, ce sera la prochaine. Mais Ah, voilà. belle C'est-à-dire manière de que s'en sortir, belle pirouette. chaque projet nous fait rêver. Donc, on s'investit dedans et bon, mais sinon, dans les plus belles réalisations, alors pour celles que j'ai suivies personnellement, on a fait des vitraux avec un artiste français qui est décédé maintenant, François Morellet, pour le musée du Louvre à Paris et OK. pour l'escalier Le Fuel. Donc c'est un travail uniquement avec des verres blancs.
Donc, c'est assez atypique, hein, mais c'était un très beau projet. Pour la cathédrale de Liège aussi, ça a été un bon moment. Et alors, il y a à la fois, dans un projet, c'est à la fois la beauté du vitrail et de son architecture, de l'architecture autour du vitrail, mais c'est aussi tout l'environnement humain, des commanditaires, des gens avec qui on a bossé. Et en Belgique, ça a toujours été formidable. Ah bon, bah coucou aux Belges alors. Mm. On a Héloïse qui te demande, selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier? La patience, la rigueur, ça, comme tout métier d'art, c'est ça. Et le vitrail, c'est particulièrement vrai parce que pour la coupe des verres, il faut être très précis. Et ce n'est pas la précision du millimètre, c'est la précision du demi-millimètre. Parce que si vous ajoutez 1 millimètre à chaque pièce de verre et que sur un panneau, vous avez 30 pièces, au bout, bah, ça vous fait 3 centimètres et c'est beaucoup trop grand. Donc, c'est la rigueur et la précision. Ensuite, il faut aimer travailler avec d'autres. Et puis, il faut être un peu créatif. Forcément. Donc, et tout ce qui est artisanat, forcément, ça a sa petite touche de créativité. Et on va continuer avec les choses que tu aimes justement dans ton métier. Tu nous as partagé des choses que tu aimes et les choses que tu aimes un peu moins. Dans ce que tu aimes le plus, tu nous as dit dialoguer avec les artistes et rechercher de nouveaux savoir-faire. Donc ça, comme on en parlait au début, il y a toujours des évolutions et heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai que ça doit être génial quand on découvre de nouvelles facettes de son propre métier. Oui, alors je reviens sur dialoguer avec les artistes. Ça peut être les artistes ou les commanditaires. Donc la personne va essayer d'exprimer ce qu'elle souhaite. On va essayer de comprendre et puis on chemine ensemble pour proposer le projet qui correspond le mieux aux attentes des uns et des autres. Et ça, c'est là. Hier, j'étais en Bourgogne pour un projet du côté de Dijon, et puis après voir une artiste aussi avec qui on répond pour un concours pour la création de vitraux en Belgique, où on étudie les maquettes. Donc ça, ce dialogue avec les artistes, les commanditaires et avec l'équipe aussi, parce que notre équipe, on en parle, hein, on dit voilà comment on pourrait arriver à faire ça. Donc ça, c'est un métier d'écoute et de dialogue. Et ça me plaît bien. Et la recherche des nouveaux savoir-faire, là j'ai parlé tout à l'heure donc, la mise en double vitrage des vitraux, c'est quelque chose que mon frère et moi avons apporté à l'atelier. Mon frère a développé tout un savoir-faire autour de la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une sorte de pochoir qui permet de faire des dessins très précis sur le verre. On utilise maintenant aussi des nouveaux outils liés à l'informatique comme la découpe au jet d'eau pour la découpe du verre. Donc l'idée, c'est ce que j'aime, c'est chercher des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler le verre au service de nos créations verrières. Bien sûr. Ouais, j'imagine que c'est un petit peu un challenge aussi d'avoir ça. Et puis là je t'entendais parler et je me disais, c'est vrai que ta vie d'un point de vue extérieur, elle est quand même assez extraordinaire, hein, ne serait-ce que par les projets que tu fais, ces rencontres que tu vas faire, ces échanges de savoir. C'est vrai que tout ce qui est l'artisanat français, pour ça, c'est extraordinaire d'avoir autant d'opportunités aussi. Il faut les créer aussi, les Oui, il opportunités. faut les créer. On a la chance de travailler quand même, en tout cas en création, avec un secteur de décoration très haut de gamme, donc dans lequel c'est le secteur qu'on appelle un peu du luxe aussi, dans Bien sûr. lequel l'argent est important, mais ce qui est le plus important pour ces commanditaires-là, c'est la qualité du travail, le respect des délais. Donc, on a la chance d'être en relation avec des personnes qui ont des projets très dynamisants. Bien sûr.
Bon, super. Alors là, on a vu le côté positif de ton métier, le côté un petit peu plus négatif. Ça ne veut pas dire qu'on déteste ce métier, bien évidemment. Ça veut plus Non, dire que bon, il y a des choses un peu moins cool à faire au quotidien, mais c'est voilà. normal, comme dans tout métier. Ça va être l'administratif. Donc ça, je pense que c'est le number one qui revient dans tous les métiers et des Voilà. horaires de travail importants. Donc ça, l'administratif, c'est... Alors surtout dès qu'on a des salariés, dès que l'on travaille aussi dans des lieux où il y a des questions de sécurité, par exemple avec le plomb, qui est un matériau considéré comme dangereux et qui l'est effectivement, hein. Donc il y a des formulaires à répondre. Quand on travaille à l'étranger, les histoires de douane sont compliquées. Par exemple, quand l'Angleterre a quitté avec le Brexit, Mm. ça a changé et ça a énormément compliqué sur un plan administratif pour l'exportation en Angleterre. Donc ça, c'est pas drôle Mm. parce qu'on Ouais, passe du temps pour quelque chose qui n'améliore en rien notre travail, le vitrail. travail. Mm. Voilà. Mmh. OK, donc ça, c'est sûr qu'il faut que ça rentre en compte. Bah, merci pour ces réponses. On va juste avancer à la dernière slide avant de répondre parce qu'il y a encore, une pluie de commentaires. Ça passionne vraiment, les jeunes, donc ça, c'est super. Donc, tu as dit: «Je suis souvent considérée comme un artiste alors que je suis en réalité un artisan». Alors, quelle Oui. va être la différence entre un artiste et artisan? Alors, l'artiste est celui qui conçoit, qui va Mmh. créer quelque chose. C'est plutôt une œuvre de l'esprit et l'artiste peut créer un morceau de musique, par exemple, un artiste musicien, et les artistes plasticiens vont créer quelque chose qui sera visuel, donc une œuvre d'art visuelle. Ce qui est important, c'est d'être créatif, d'avoir des idées. Donc l'artiste va faire pour les artistes plasticiens, ils peuvent travailler avec des crayons de couleur, un pinceau, ils peuvent travailler avec des palettes graphiques, avec des tas de choses. Donc ce qui est important, c'est la créativité. Mmh. Et l'artisan, en tout cas le vitrailliste, il est artisan, c'est-à-dire il découpe du verre et il l'assemble pour en faire des vitraux. Donc l'artisan a un savoir-faire manuel et ce savoir-faire manuel permet de réaliser des choses. Donc ça peut être dans le cadre du vitrailliste de faire des vitraux, l'ébéniste va faire une table, mais il y a quelqu'un qui peut concevoir, qui peut créer la table. Ça peut être un artiste ou un designer ou un décorateur. Donc là, pour moi, il y a une différence importante entre l'artiste qui va créer et concevoir et l'artisan qui va réaliser, qui a un savoir-faire. Et l'artiste, dans beaucoup de cas, n'a pas le savoir-faire Bien de sûr. l'artisan. Et Et il est c'est pour ça obligé de passer par l'artisan pour la réalisation de ses pièces, que c'est ce, ça et puis que ce soit en vitrail, que ce soit en céramique ou dans d'autres métiers d'art. comme tu l'expliques si bien, je pense aussi que l'artiste sans l'artisan ne peut pas faire ses créations non plus, parce que forcément, il va falloir avoir le côté, vraiment plus technique de la réalisation, voir si c'est faisable aussi, comment on peut le mettre en place et puis j'imagine qu'après c'est plein de négociations et de discussions entre vous Oui, pour c'est ça, pouvoir ouais. arriver, au Voilà. projet final. Mmh. Donc moi en tant qu'artisan, c'est de comprendre ce que souhaite l'artiste, ce qu'il souhaite exprimer, et de trouver les matériaux et les techniques qui permettent de traduire au mieux D'y son arriver. intention. Mmh. OK. Alors, on va terminer un petit peu, avant mon ultime question, les questions justement dans le chat. Donc, on te demande, donc là, c'est libre à toi si tu veux y répondre. Héloïse qui te demande: «Quel est le salaire moyen en début de carrière?» Salaire moyen en début de carrière, c'est le SMIC. Le SMIC. OK, d'accord Ouais. et puis petit à petit, bah, Et puis après, en fonction des compétences, mais c'est ça. d'accord, bah, merci. On te demande aussi s'il y a des préjugés qui existent sur ton métier? Je pense pas. Non. OK. Il y a Juliette aussi qui te demande: «Quels sont les dangers de votre métier?»
Alors, les dangers sont liés au plomb. Le plomb qui est un matériau dangereux, donc il ne faut Mmh. pas ingérer. Donc il faut une hygiène de travail. Bon, vous voyez, c'est pour ça que j'ai une blouse que je mets quand j'arrive le matin, que je quitte le soir. Il faut se laver les mains, il ne faut pas ingérer le plomb, et notre plombémie, qui est le taux de plomb dans le sang, est contrôlé régulièrement. Et puis Ah oui, après, il y a un autre danger, c'est qu'on se coupe très souvent, mais ce sont des coupes, des petites coupes et qui mmh, cicatrisent. il faut faire quand même, assez attention, quoi. Oui. Et c'est les risques du métier, comme on dit. Ouais. Et enfin, dernière question, il y a David qui te demande, est-ce que tu sais quand est-ce qu'a été créé ce métier? Ah bah, ce métier, il existe depuis le Moyen Âge. Au XIIe siècle, il y avait déjà des vitraux. À la cathédrale de Chartres, on a des très beaux vitraux du XIIe siècle. Mmh. Donc, et je pense qu'à cette époque-là, les maîtres verriers, parce qu'on appelait maîtres verriers, non pas vitraillistes, et maîtres verriers pour les différencier des verriers qui sont les producteurs de verre, les souffleurs de verre. Les maîtres Mmh. verriers étaient à la fois, on suppose, les concepteurs et les réalisateurs des vitraux. D'accord, Ils étaient ah à ouais. la fois artistes et artisans. Mais la créativité, pour moi, on leur demandait souvent des thèmes très religieux, Mmh. symboliques. C'était surtout une illustration de scènes religieuses Bien sûr, comme on a tous vu déjà dans des vitraux d'église, dans par les exemple. églises. Mmh. OK. Alors bon, il y a d'autres questions qui arrivent, donc je continue à t'en poser. Alors du coup, il y a Marine qui te demande pourquoi avoir finalement voulu devenir vitrailliste et pas rester agriculteur? Parce que, en fait, il y a plusieurs raisons. Euh, Je voulais pas être au départ, je voulais pas faire de vitraux, mais la passion, le virus a été inoculé. J'ai eu la chance ado de partir en chantier avec mon père Mmh. au Cameroun, en Égypte, dans différents pays, de voir des tas d'artistes à l'atelier, de voir plein de monde. Donc Mmh. on a un métier qui est complet. Pour moi, il y a tout. L'agriculteur est la plupart du temps quand même un métier un peu solitaire, alors que dans notre métier, en tout cas la façon dont on le pratique chez nous, avec une équipe, donc il y a un côté humain très, très fort, à la fois avec l'équipe qui bosse avec nous, mais aussi avec tous les gens que l'on rencontre. Que ce soit les architectes, les artistes, les maires, les particuliers. Donc, humainement, Enrichissant. c'est très, très riche. Mmh mh. Et alors, je ne veux pas dire que l'agriculteur c'est pauvre, je ne dis pas ça, mais il y a moins de contact humain, je pense, Mmh. Mmh. ou moins nombreux et moins variés. Mmh. Alors, on a encore une autre question de Héloïse qui dit: «Pensez-vous que les jeunes pourraient continuer cette tradition du travail du verre?» Bien sûr. Ah oui, ça On c'est compte sur évident. vous. Comment? Ouais. Oui, c'est évident hein, pour moi. Ouais. Ah oui, oui, et puis c'est à la fois continuer la tradition du vitrail, mais aussi on a besoin des jeunes qui arrivent avec des idées nouvelles, Mmh. à la fois sur un plan créatif et sur un plan technique. Et je pense on a la chance en France d'être dans un pays quand même riche, riche par rapport aux autres pays de la planète, hein, où il y a des Mmh. moyens. On est tous dans des écoles qui sont correctement chauffées. Il y a des moyens qui permettent aussi de faire de la décoration ou des œuvres d'art. Et donc, il faut proposer aux commanditaires de mettre des vitraux chez eux. Mmh. Ouais, bon, en tout cas, c'est un beau message d'avenir. Et enfin, on terminera avec cette question parce que sinon, il va être trop tard. Pensez-vous qu'ayant une moyenne pas trop élevée, on pourrait exercer facilement ce métier en ayant un bon salaire? De Marine. Une moyenne de quoi? De notes? Oui, je pense à l'école. Elle doit Ouais, parler. alors ça, je pense qu'on peut être. C'est pas parce qu'on est moyen à l'école qu'on sera pas forcément. On sera peut-être très bon dans un métier d'art. Donc Mmh. ça veut rien dire.
ça veut rien dire. Et après, si c'est le côté rémunération qui l'intéresse, il y a peut-être plus de chances de mieux gagner sa vie en étant à son compte. Mais là, il ne faut pas faire 35 heures par semaine. C'est plutôt 50 à 60, voire plus. Ok, bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que Bruno, tu as un dernier message à faire passer aux jeunes, un dernier conseil, quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous regardent avant qu'on se quitte? Ah bah, que j'ai la chance de faire un métier passion et que je souhaite à tous de pouvoir voir le maximum de métiers différents. Et je pense qu'on peut se passionner pour pratiquement tous les métiers. Alors, pas tous, mais pour beaucoup. Hein, et on peut trouver des choses intéressantes dans chaque métier. Et alors, c'est sûr, pour moi, des métiers administratifs, j'y vois peu d'intérêt, mais ça, c'est mon état d'esprit. Mais il y a des gens qui vont prendre vraiment plaisir dans la comptabilité, alors que moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà, chacun prendre son plaisir en fonction de ses fibres et ses sensibilités. Et tous les métiers d'art, pour moi, sont des métiers passion. Donc, où on vit, pour moi, on vit bien. Quand je dis on vit bien, on rencontre des gens et j'ai la chance quand même de pouvoir financièrement en vivre. Hein. Donc, alors, j'ai pas des envies de super voitures et de super vêtements, mais voilà, Mais c'est de on a la dit, passion avant tout, comme tu nous pardon. expliquais. C'est la passion et c'est le sourire à aller au travail le matin. C'est Ouais, vraiment ce côté, cette envie justement de voir ce que donnera demain, quoi. oui, exactement. Donc, faut en tant que les jeunes, que ce soit collège ou lycée, c'est de voir au maximum des, ces- des entreprises de petite taille où on peut vraiment se faire plaisir, que ce soit dans le secteur de l'artisanat, de l'agriculture. Je pense que quelqu'un qui élève des chèvres pour faire du fromage des chèvres dans des coins superbes comme l'Ardèche peut avoir une vie extraordinaire. Bien sûr. Bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup. Il va être 16 heures, donc on doit malheureusement se quitter. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour tout ton savoir. Moi, j'ai eu des étoiles plein les yeux tout du long. J'ai encore 15 milliards de questions que je Ouais, garderai peut-être pour si t'ont jamais un autre live, si tu reviens nous voir. En ouais, tout cas, dans les commentaires, on est tous unanimes. Hein. Il y a à tous, merci encore pour ce live. C'était un très bon visionnage. Je vous au revoir et bonne journée. Merci à tous. ouais. Donc, tu as fait l'unanimité, donc ça c'est déjà Bon, bien. alors, peut-être pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce que l'on fait, c'est d'aller voir notre site internet. Vous regardez Loire, Loire, comme le fleuve, c'est mon nom de famille. Hein, Loire Vitrail, vous arriverez sur notre site. Il y a une carte du monde aussi où il y a une partie de nos réalisations. Donc, je crois qu'on en a référencé 2000 à peu près. Et puis, bien que j'ai des cheveux blancs, on est quand même sur Instagram et sur Facebook. Donc, voilà. On n'est pas sur TikTok pour les plus jeunes. Désolé. Ça arrivera peut-être un jour, remarque. Peut-être. Peut-être. Ok, bah merci beaucoup. Cindy, la modératrice, qui est d'ailleurs, je remercie d'avoir fait un super travail, va pouvoir mettre le lien directement de ton site internet, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, pour le reste, n'hésitez pas aussi, Cindy vous a mis un typeform sur lequel vous pouvez cliquer, ça prend vraiment 2 minutes. C'est vraiment juste pour nous donner votre avis sur le live métier et voir comment on pourrait encore mieux s'améliorer. Voilà, Cindy a partagé ton site, Bruno. Comme ça, c'est fait. Donc, merci encore Bruno pour tout ton savoir. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Le prochain aura lieu demain à 11 heures. C'est une visite virtuelle d'une laiterie. Vous allez voir, c'est super, super intéressant. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses aussi, donc je compte sur vous pour nous retrouver demain à 11 heures. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.